Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une vidéo de présentation du nouveau logiciel DxO. En tout cas, c'est une mise à jour majeure, on passe à DxO Photolab version 2. J'ai reçu énormément de demandes, que ce soit sur YouTube dans les commentaires, sur ma page Facebook, sur ma messagerie, sur mon site, un peu partout, à propos de ça donne quoi DxO. Alors, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mon flux de travail, où je disais que j'utilisais encore un peu Lightroom mais que je passais directement dans Photoshop. Et que du coup, pour répondre à vos questions, j'avais besoin de savoir ce que vous faites. Est-ce que c'est votre activité? Est-ce que vous êtes pro? Est-ce que vous êtes amateur? Est-ce que vous faites du mariage? Est-ce que vous faites du voyage? Est-ce que vous avez besoin de catalogage, etc. Parce que souvent, on me demande, j'ai envie d'utiliser tel logiciel ou j'ai envie de remplacer Lightroom, qui est la question que beaucoup de gens se posent en ce moment. Et donc c'est encore une fois difficile de vous répondre sans savoir. Et c'est exactement pareil pour DxO, j'ai reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses de DxO? Alors, du coup, je vais vous donner ce que j'en pense en essayant de me mettre à la place de peut-être de plusieurs personnes à la fois. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, par rapport à ce que j'en fais, moi, ça me correspond bien. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon flux de travail en 2018, allez la voir, puisque du coup, vous comprendrez à partir de quoi je travaille et quelles sont mes contraintes. Donc déjà, je vous en fais un tout petit résumé, histoire de ne pas refaire une vidéo dans une autre vidéo, mais en gros, moi, j'utilise finalement maintenant, aujourd'hui, quasiment plus de catalogage. Ce qui fait que l'absence d'alternative au catalogage de Lightroom ne me pose pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a des alternatives à Lightroom, mais il y en a peu, enfin aucune même d'ailleurs à ce stade, qui selon moi vaut Lightroom en termes de module bibliothèque catalogue, module de tri. Alors on peut trier des photos sans problème dans Bridge, on peut les trier aussi donc dans DxO, mais le système de catalogage avec les aperçus dynamiques par exemple aussi, qui permet de se balader sans avoir ses originaux, ça n'a pas d'équivalent finalement aussi bien et hors ligne. On parle évidemment pas du nouveau Lightroom CC avec le stockage online, donc ça n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs. Donc encore une fois, Luminar doit proposer le sien, mais on n'en est pas encore là, et puis la première version ne sera pas vraiment aussi poussée que Lightroom, même pas du tout, je peux déjà vous le dire, ça va sortir vers la fin de l'année. On One, pareil, il y a un très bon système de tri, mais c'est pas encore au niveau du catalogage. Et le plus proche, c'est celui de Darktable. Mais pareil, ça vous oblige du coup à changer un peu de logique, puisque même si ça s'en rapproche, on n'est pas encore aussi proche de ce que fait Lightroom avec toutes les possibilités, et notamment donc évidemment les aperçus dynamiques aussi. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc du coup, pour l'aspect, je cherche des photos sans avoir besoin de les cataloguer et je les développe avec un accent sur le développement. Alors là, DxO Photolab, pour moi en tout cas, est plutôt bien fait. Donc il y a toujours le système de DxO qui fait que, évidemment, ils sont très bons pour utiliser les profils des métadonnées, trouver quelle est la combinaison de l'appareil photo plus l'optique et d'appliquer une correction optique en fonction de cette combinaison. Là-dessus, ils sont quand même très bons. Donc ici, on voit la petite icône qui apparaît et il me dit en fait que j'ai besoin de télécharger un profil pour avoir cette correction qui s'applique automatiquement. Donc en fonction des dossiers que vous parcourez, vous aurez à chaque fois une petite fenêtre qui va sortir et il va vous le dire. Donc on va dans le module optique, DxO, télécharger des nouveaux modules optiques. Il va regarder ici, il va vous proposer ici tout ce qu'il a dans sa base de données. Il y en a vraiment une tonne. Donc on peut voir aussi module optique DxO installé. On peut aussi faire une suggestion en l'occurrence. Donc on voit ici toutes les combinaisons que j'ai installées par rapport à mes photos. Et donc à chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle, si je ne l'ai pas déjà installée, il va l'installer, on vous apparaître une fenêtre, quoi. Donc ça c'est quand même plutôt bien foutu, c'est le truc de DxO, à savoir pour ce qui est la correction du vignettage, torsion de l'objectif, enfin, en tout cas la déformation optique, et en fonction aussi du boîtier pour la réduction du bruit. Là-dessus ils sont vraiment excellents, vous aurez des très bons résultats. Alors c'est pas une formation à DxO optique, donc je vais pas vous montrer au cas par cas, vous montrer des avant-après, etc. Vous êtes peut-être un peu obligé de me croire sur parole, j'en suis désolé, mais essayez-le, vous avez une option démo sur le site de l'éditeur, il y a une promo en ce moment je crois à 100 €, qui le positionne aussi vraiment plutôt pas mal par rapport, encore une fois il faut bien le dire, à Lightroom. Encore une fois, si vous vous abonnez à Lightroom, vous avez un abonnement avec le Lightroom classique à 11,90 ou 12,90, à chaque fois j'oublie, donc je suis désolé, corrigez-moi dans les commentaires si vous le voulez, mais voilà, 12 ou 13 €. Et quand vous allez multiplier par 12, c'est évident que ça va faire une certaine somme. Quand vous allez le garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors évidemment vous avez les dernières versions à chaque fois, mais
Si vous n'avez pas besoin forcément d'avoir tout le temps les dernières versions, gardez DxO Optic Photolab 2 par exemple pendant 2 ans, pendant 2 ans, cet achat va vous revenir moins cher qu'un abonnement à Lightroom. Donc c'est vraiment très très difficile de vous répondre, je ne sais pas quelle utilisation vous faites de votre logiciel, et je ne sais pas quelle est votre fréquence de mise à jour. Quelqu'un qui met à jour tout le temps comme moi a évidemment plutôt intérêt à s'abonner au Creative Cloud. J'en ai déjà dit dans la vidéo, puisqu'on me prête des volontés anti-Adobe, en veux-tu en voilà, alors que c'est pas vrai, évidemment. Donc je continue à l'utiliser, le Creative Cloud pour moi a beaucoup de sens, mais j'essaye de vous proposer des conseils quand même qui sont aussi pas forcément, enfin je peux pas parler que pour moi évidemment quoi. Donc moi j'ai une utilisation du Creative Cloud qui est particulière puisque j'ai absolument besoin de toutes les dernières versions, puisque à chaque fois évidemment je fais des vidéos de formation dessus, et ensuite je l'utilise évidemment pour mon activité de graphiste, de graphic designer, et c'est évidemment hyper important pour moi d'avoir les dernières versions quand je communique avec des imprimeurs pour pouvoir travailler avec les bonnes versions de fichiers, de format de fichiers, etc. Donc vous avez un module de tri et vous avez qui s'appelle Phototech et un module personnalisé. Il y a une simple recherche là-haut d'images qui est assez intelligente. Par exemple, si vous tapez F8, il va reconnaître qu'il s'agit d'une métadonnée d'ouverture. Donc ça c'est quand même plutôt bien foutu. Vous avez la même chose avec les mots-clés, vous pouvez taper ISO par exemple 100, on va taper ISO 100, et pareil il reconnaît le réglage, donc là tac il va m'afficher dans le dossier parent toutes les images qui sont à ISO 100, donc ça vous permet de faire des recherches assez rapidement sur des critères particuliers à partir d'un seul menu, donc c'est quand même plutôt bien pensé. Mais enfin, comment dire, il n'y a pas toutes les possibilités au niveau des collections dynamiques par exemple de Lightroom. Vous trouverez pas ça. On peut faire des projets, par exemple ici j'ai un projet que j'ai nommé Morgan. Je prends cette photo par exemple et je la glisse dedans, et vous allez pouvoir faire une sorte de collection par exemple. Ensuite, une fois que vous avez des images dans la collection, vous pouvez toutes les exporter d'un coup vers le disque ou par exemple vers Lightroom, puisque les deux cohabitent très bien. Et vous pouvez aussi évidemment avec le menu contextuel faire des choses qu'on a l'habitude de faire, à savoir appliquer un pré-réglage, pareil que dans Lightroom. On peut aller chercher l'image dans le dossier, là où elle est stockée. Si jamais vous ne savez plus où aller, que vous voulez la mettre dans une application, par exemple ici vous voulez faire cohabiter DxO et mettons Affinity, vous pouvez aller chercher l'original et boum, aller l'envoyer dans Affinity à partir de votre système d'exploitation. Il y a évidemment un marquage avec un système de drapeau, je conserve ou je rejette, et il y a un système de notes avec des étoiles. Voilà, donc il n'y a pas autant de choix que dans Lightroom, par exemple les libellés de couleurs avec violet, jaune, rose, jaune, bleu, rouge, vert, j'ai dû en oublier au passage. Voilà, ça, vous le trouverez pas. Mais bon, vous pouvez quand même trier vos photos, vous pouvez dire celles que vous gardez, celles que vous rejetez, vous pouvez mettre des notes, et en plus on peut les rechercher avec les métadonnées, à partir de, voilà, je veux toutes les images à ISO 100, bam, il va toutes les sortir. Donc ensuite, une fois qu'on est sur un dossier qui est plein de photos, vous voyez que les aperçus se génèrent assez rapidement, ici sur un disque qui n'est pas particulièrement rapide, c'est un disque en USB 3 externe, crypté en plus, donc on perd un peu des performances avec le cryptage. Bon, évidemment, changer la taille des vignettes, etc. Et donc le truc, j'imagine que vous attendez tous, c'est qu'on peut développer, bien entendu. Donc ici, c'est un shoot que j'avais fait, en l'occurrence, ironie du sort, pour Affinity, pour une formation sur Affinity, sur l'art du portrait en noir et blanc. On va cliquer sur personnaliser, et là on est dans le module développement avec un film fixe en bas qui vous présente toutes les images du dossier en cours ou évidemment du projet, donc l'équivalent d'une collection. Et vous allez avoir sur la gauche un système de navigation comme dans Lightroom, l'accès aux métadonnées, un éditeur de pré-réglage là aussi comme dans Lightroom, et sur la droite donc tous les modules qui sont disponibles, qui peuvent s'activer ou se désactiver avec un système de commutateur, donc le on-off, pareil aussi comme dans Lightroom. Et évidemment quand vous dépliez vous avez accès aux réglages en particulier. Qu'est-ce que j'ai pensé du système de développement global? Il est très similaire à Lightroom, il est très performant. Les trucs qui sont spécifiques à DxO, à savoir Smart Lighting et le débruitage et la correction des optiques, c'est évidemment excellent. Donc tous les trucs sur lesquels communique DxO en disant on a un savoir-faire là-dessus, on le fait depuis 100 000 ans et on le fait super bien, c'est vraiment pas du flan, hein, c'est pas du marketing, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et je dis pas que pour autant Lightroom est pas bon à côté. Je dis juste que là-dessus, si on voulait vraiment, pour ceux qui ont vraiment l'envie du détail et le sens du détail sur les optiques, personnellement je suis pas assez nerd de la photo. Moi je pense qu'au bout d'un moment le but du jeu c'est de faire des belles images. Belles images, ça passe pas forcément par zoomer à 4800% pour voir s'il a un peu mieux corrigé l'optique qu'un autre, quoi. Enfin bon voilà, je pense qu'au bout d'un moment, je suis moi-même très geek, très nerd, j'aime bien la technique, j'aime bien, voilà, parce que ça m'amuse, mais au final pour faire des images, enfin, je veux dire, mes plus belles images, je les ai fait au 550D avec un objectif, quasiment l'objectif du kit, quoi. Donc bon.
et ça fait des beaux tirages, et ça fait des belles images sur le web, donc il y a un petit côté quand même dans la photographie, sans faire de philosophie, hein, mais il y a un côté des fois un peu élitiste, un peu en débauche de matériel, et on oublie que quand même, enfin je veux dire, les plus belles images de l'histoire de la photo ont été faites sur des appareils qui purement techniquement étaient 100 000 fois moins bien que ce qu'on a même maintenant dans un iPhone, quoi. Donc bref, des fois il faut redescendre un peu sur terre, mais pour ceux qui attendent vraiment du détail précis, qui attendent vraiment un super travail de post-traitement et de développement, ce que j'ai observé dans DxO c'est très bon, je dis juste que voilà, j'ai pas forcément les compétences techniques ultra poussées pour aller zoomer à 6000% et vous dire là, sur tel type de correction optique, DxO est un peu meilleur que Lightroom. Voilà, je pense que disons que c'est très bon, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a choqué, les déformations sur certains objectifs, le vignettage est bien corrigé, les torsions sont bien corrigées, moi ça me suffit, voilà, après je suis pas allé plus loin que ça. Disons qu'au moins ça le mérite, d'exister, parce que déjà c'est pas tous les logiciels qui le font, hein, déjà pour commencer, et c'est pas tous les logiciels qui le font de manière aussi rapide, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc vous avez un module comparaison là-haut justement qui vous dit, qui permet de comparer le avant et le après sur le développement, dans lequel on peut aussi appliquer une correction. Alors ici j'ai pas mis la correction géométrique, le profil n'a pas été téléchargé. Mais vous pouvez voir du coup le avant-après avec ou sans la géométrie. C'est vrai que des fois dans Lightroom on fait avant-après, mais il y a la correction qui se met en place et c'est difficile de vraiment comparer pile poil la même photo. Bon, en tout cas au niveau des réglages, pareil, c'est pas une formation, on va pas tous les passer un par un. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, c'est juste ce qu'il faut retenir, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, on peut retoucher l'exposition, déboucher les ombres, on peut travailler les détails, on peut débruiter, donc on peut corriger l'optique, on peut travailler le TSL, c'est-à-dire changer les couleurs en particulier. Donc un truc qui est quand même intéressant, c'est que si je veux changer les rouges ici sur la teinte, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'on est autorisé à faire ça sur l'intégralité de la roue chromatique. Quand j'ai fait ma vidéo sur Lightroom, non, le module de développement n'est pas au niveau. Bon, encore une fois, ça a fait des réactions, j'ai eu des réactions, j'ai passé un peu de temps sur les forums pour voir ce qu'on en disait. C'est toujours très rigolo de voir les fanboys pro Adobe qui ont quand même du mal à parfois prendre un peu de recul. Depuis que ce truc existe dans Lightroom, on ne peut pas faire l'intégralité de la roue chromatique. À croire que, a priori, la logique c'est d'aller dans Photoshop juste pour faire ça. Alors je me suis fait sermonner en disant mais enfin Lightroom c'est le moteur de Camera Raw et donc Camera Raw qui est fourni avec Photoshop, forcément qu'on va pas mettre des trucs de Photoshop dans Lightroom puisque ça reviendrait à mettre des trucs de Photoshop dans Camera Raw et donc les deux sont faits pour travailler ensemble et ça ferait un clone d'un logiciel. Donc je comprends tout à fait cette logique, d'ailleurs je l'ai dit dans la vidéo, évidemment les gens ne la regardent pas en entier mais bon ça j'ai l'habitude. Donc je demande pas à Lightroom de devenir Photoshop, je dis juste qu'il y a plein de choses qu'on devrait faire en restant dans Lightroom sans avoir à aller dans Photoshop parce que ça implique d'apprendre un autre logiciel et pour beaucoup de photographes c'est un poids. Outre qu'évidemment ça force à passer à l'abonnement, à prendre Photoshop en plus. Donc bon, qu'est-ce qui empêche Lightroom de m'autoriser à prendre les rouges, ok, et à les transformer en bleu, si j'ai envie? Pourquoi pas, franchement? Pourquoi m'autoriser qu'à faire une variation sur la roue chromatique vers les oranges et les magentas? Sans déconner, tous les autres logiciels le font, pourquoi je devrais avoir à passer dans le Photoshop juste pour faire ça? J'avais pris l'exemple dans ma vidéo du correcteur, qui n'est toujours pas un correcteur de contenu pris en compte. Pareil, sans demander à Lightroom de se transformer en Photoshop, puisque je sais bien que les deux travaillent ensemble. Enfin, merci quand même, j'utilise ces logiciels depuis 20 ans, donc, et Lightroom depuis qu'il existe. Enfin, je le sais tout ça, il n'y a pas de problème. Pour autant, on peut quand même se poser la question, il me semble. Ça ne me paraît pas complètement dingue. C'est pas non plus un blasphème de se poser la question. Et si dans Lightroom, on pouvait quand même amener ça depuis Photoshop? Donc le contenu pris en compte et pouvoir faire des bascules sur la roue chromatique à partir d'une couleur en particulier, je trouve que c'est normal. Voilà, ça devrait arriver. Donc DxO le fait. J'ai été très agréablement surpris de le voir. C'est-à-dire on peut prendre un morceau de la roue chromatique et le faire rouler sur l'ensemble. Donc moins 180 degrés, plus 180 degrés. Voilà, merci DxO, c'est cool. Parce que moi j'ai souvent des make-up sur la mode où j'ai besoin de faire cette bascule et c'est quand même très pratique. Alors l'autre truc qui est vachement bien aussi, c'est les réglages locaux. Donc vous allez avoir un point, alors leur truc, c'est d'avoir ce qu'on appelle un point de contrôle. Quand vous placez un point de contrôle, en fait vous allez avoir un masque qui va se faire en fait en temps réel. Donc on va appuyer sur M, en gros ça fait comme un masque à partir de la luminance, et vous allez pouvoir faire un réglage local sur ce truc là. Donc c'est quand même plutôt bien vu, et vous avez une espèce d'affichage tête haute qui prend tous les réglages, vous voyez ici, tous les réglages disponibles. Et donc par exemple si je fais un truc sur la bouche ici, vous voyez que je vais pouvoir faire une variation sur la roue chromatique à partir de ce masque. Donc c'est quand même plutôt bien fait,
Évidemment, on peut altérer le masque et on peut mettre des points de contrôle en plus. Donc c'est une façon de gérer les masques qui est assez, je trouve, assez intelligente finalement. Pour faire des réglages locaux, je pense que j'y passerai un peu plus de temps pour éventuellement vous faire un tuto pour vous apprendre, parce que là je vous montre juste le truc, mais évidemment ça se règle de manière un peu plus fine. Mais évidemment on peut faire des retouches locales, c'est quand même plutôt bien foutu. Donc attention, il y a aussi des différences d'édition entre DxO et la version normale et la version Elite. Vous aurez, il me semble, dans la version Elite, un module de débruitage un peu plus poussé, donc à vous de voir, évidemment en fonction du budget que vous voulez mettre. Mais en tout cas, il y aura des réglages locaux dans les deux, et c'est un truc qu'on a longtemps reproché. Je me souviens que mon premier tuto que j'ai ici, je vous l'ai affiché, sorti en 2012, j'avais fait un tuto sur DxO Optic 7 que j'avais appris à l'époque, que je connaissais bien et sur lequel j'avais fait déjà quelques retouches. Et voilà, un petit tuto de 30 minutes. Et depuis, voilà, ce qui m'avait un peu refroidi, c'est qu'il n'y avait pas de retouche locale à l'époque. C'était quand même un peu raide. Et d'ailleurs, un petit truc assez rigolo, je dis juste, voilà, regardez DxO avant de faire un choix entre Lightroom et Aperture. Donc aujourd'hui, Aperture n'existe plus, et Lightroom, beaucoup se posent la question de faut-il passer à l'abonnement sur Lightroom classique, quand on voit qu'il n'y a pas autant de nouveautés qu'on pourrait l'espérer, et des trucs qui, selon moi, devraient arriver dans Lightroom depuis longtemps, n'en finissent pas de pas arriver, à mon grand regret, en espérant que je me trompe et que ça finisse par arriver, mais pour l'instant, pas beaucoup de signes, voilà, d'un contenu pris en compte ou d'une TSL, d'une roue chromatique qui bascule à 360 degrés, et qui sont pourtant des choses qui devraient arriver dans Lightroom sans qu'on ait besoin de passer dans Photoshop. Donc en gros, pour le module développement, j'ai été séduit, ça marche bien, c'est ce qu'il faut de la logique de Lightroom, ce qui fait que la transition se fait vraiment toute seule, c'est vraiment hyper simple de passer de Lightroom à DxO. C'est ce qu'il faut de trucs puissants pour faire en sorte qu'on ait aussi des trucs en plus de Lightroom. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que je vois pas ce qui peut manquer par rapport à Lightroom pour développer ces photos. Et ce qu'il y a en plus, ça vous terrasse pas en termes d'apprentissage. Par exemple, Darktable, qui est selon moi en termes de développement de fichiers bruts le logiciel le plus avancé, peut-être avec OnOne, parce que OnOne a la logique des calques, et bon, ça forcément ça fait des choses en plus, mais OnOne entre guillemets triche un peu, parce que justement lui, en offrant des calques, etc., marche un peu sur les plates-bandes de Photoshop pour faire du trucage. Donc si on reste vraiment à une comparaison stricte d'un développeur de fichiers bruts, voilà, selon moi c'est Darktable qui a vraiment des modules déjà nombreux. Alors, et du coup le défaut c'est qu'ils sont des fois un peu redondants, il y en a plusieurs qui font la même chose pour un certain type de retouche. Mais disons que la courbe d'apprentissage de Darktable est forcément un peu plus raide. C'est pas injustifié parce que ça vaut le coup de l'apprendre, à mon sens, Darktable, mais c'est un peu raide. DxO, vous avez des trucs dans le module développement qui sont en plus de Lightroom, voilà, quelques petits trucs qui sont plus précis et plus puissants dans DxO, sans pour autant avoir la courbe d'apprentissage de Darktable qui est quand même un peu plus raide. Voilà. Encore une fois, c'est pas injustifié, Darktable ça vaut le coup, mais pour ceux qui veulent pas forcément complètement changer par rapport à Lightroom, je trouve que DxO sur son module de développement c'est bien positionné. C'est selon moi ce qu'il fallait faire, quoi. C'est juste ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec Lightroom, pour pouvoir convertir les mecs qui viennent de Lightroom, et le tout dans donc on a dit un package de prix qui est plutôt bon, surtout avec la promo en ce moment. C'est-à-dire que c'est le prix de 1 an d'abonnement au Creative Cloud pour la photo. Évidemment, si vous gardez votre logiciel 2 ans, bah, vous l'avez déjà bien rentabilisé. Par contre, voilà, en termes de quel défaut on peut lui trouver, bah, à mon avis, c'est pas un défaut, c'est comme ça que le logiciel a été conçu, hein. Mais voilà, ce n'est pas le module de tri de Lightroom. C'est fait pour parcourir ces images, les noter, les classer dans des projets, c'est-à-dire des images à développer, une sorte de valise d'images à développer. Mais c'est pas fait pour manager votre projet de photos de l'année, ou voilà, des trucs qui sont conséquents. Ou, moi je connais des photographes qui ont genre un catalogue par an avec dedans 100 000 images à chaque fois, quoi. Donc c'est possible, hein, parce que vous pouvez parcourir tous vos disques, mais c'est pas fait comme ça, et c'est pas une base de données en fait, DxO, voilà, le module de tri. Donc c'est en ça qu'il faut les séparer. Encore une fois, le logiciel a été conçu comme ça, donc il ne faut pas leur demander, à mon avis, de vouloir absolument calquer Lightroom. Mais pour ceux qui n'ont pas des besoins de catalogage très étendus, donc par exemple comme moi, bah moi je trouve ça très bien, puisque ça correspond à l'utilisation que j'en ai. C'est-à-dire que moi je ne catalogue pas, je parcours, je trie mes images à développer, je les développe, je les sors ensuite pour aller les finir dans Photoshop ou dans Affinity, et voilà, j'ai pas besoin, à l'époque je le faisais, mais maintenant j'ai plus besoin d'avoir un catalogue avec des projets sur l'année, etc., quoi. Donc je sais que on n'est pas beaucoup forcément à utiliser ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du catalogue dans Lightroom, et c'est très compréhensible, mais ce n'est pas ce que veut DxO pour le moment. Peut-être qu'ils vont développer ce module Phototech, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'ils appellent personnalisé, qui est en fait le module développement, j'ai été très très séduit. De toute façon, j'avais pas fait vidéo sur Photolab 1,
parce que j'en ressentais pas la demande. Et maintenant, évidemment, qu'il y a cette question il y a beaucoup de gens qui regardent les alternatives. Du coup, je m'y suis replongé, évidemment. Et du coup, bah voilà, j'ai été séduit. Si vous voulez, du coup, ma conclusion, très bon pour le développement, très bien positionné en termes de prix. Si vous avez des besoins de catalogage très étendus, très puissants, parce que vous avez des dizaines de milliers de photos que vous voulez faire ça en base de données, si vous utilisez beaucoup, par exemple, les aperçus dynamiques, parce que vous avez votre stockage à la maison, et vous développez à partir des aperçus dynamiques en étant dans le train, dans l'avion, etc., ça, vous ne l'aurez pas, ça reste quand même encore un gros point fort de Lightroom. Mais pour tous les autres, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, et en plus, c'est made in France, voilà, cocorico. C'est quand même assez rare pour être marqué, mais c'est une très belle pièce d'ingénierie en termes de développement, en termes de technique. Et donc, il y a le truc en plus de DxO qui est que, 1, on a l'accès à tous les modules boîtier plus optique. Et 2, le logiciel est quand même aussi conçu pour ceux qui veulent faire une transition douce, pour travailler avec Lightroom. Donc vous pouvez très bien utiliser le catalogue de Lightroom que vous avez probablement déjà et amener vos images ensuite dans DxO ou inversement. Donc si jamais vous voulez faire une conversion en douceur d'un logiciel vers un autre. Alors vous ne trouverez pas de module d'importation de catalogue comme OnOne va le proposer, puisque encore une fois c'est pas le but de DxO, mais la communication entre les deux est vraiment excellente. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite évidemment à télécharger la démo, c'est valable 30 jours sur le site de l'éditeur, il suffit juste de mettre son mail et il vous envoie un lien pour télécharger la démo. Il y a une promo en ce moment, donc allez voir, je suis pas là, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, donc là je tourne encore avec la démo, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais probablement l'acheter parce que j'attendais d'abord de faire un petit tour, puisque encore une fois je le répète, j'achète mes logiciels. Je ne reçois pas de clé de la part des éditeurs, je peux faire des opérations peut-être parfois, ça m'est arrivé une fois avec Affinity, mais dans ce cas-là c'est pour permettre aux gens de participer à un concours et d'offrir une licence, mais eux ne me donnent pas de licence. Donc je veux rester complètement indépendant. Je vous invite encore une fois, quand vous êtes sur les forums et que vous débattez ou que vous posez des questions, voilà, regardez bien évidemment qui vous répond, puisque vous aurez forcément toujours des gens qui ont un peu un côté fan d'un logiciel ou qui veulent absolument voilà, faire pas de prosélytisme, mais bon, vous avez compris qu'il y a beaucoup de guerre de clochers sur ces trucs-là, alors que je ne vois pas l'intérêt. Le but c'est de trouver un outil qui nous correspond pour faire nos images, et puis c'est tout. C'est peut-être pas la peine de se battre, c'est comme la guéguerre PC Apple, j'ai toujours trouvé ça un peu dingue, mais bon, on peut même plus prendre position et donner son avis que tout de suite on a choisi une religion et on se fait tomber dessus, quoi. Donc voilà, DxO, première prise en main, très bon ressenti. Je vous invite à me donner dans les commentaires ici sur YouTube ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous l'avez trouvé, dites-moi si j'ai halluciné sur 2-3 trucs, éventuellement, peut-être que j'ai craqué, que je suis un peu trop optimiste, je sais pas, par rapport au développement. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, comme je vous l'ai dit, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi, du coup, surtout, si c'est un logiciel qui vous intéresse, que vous voulez voir au niveau des tutos, parce que j'ai pas encore fait de tuto sur DxO en termes de développement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment manifestez votre intérêt, que je puisse commencer à travailler sur des formations, et du coup sur quel type de support vous voudriez travailler. Est-ce que vous faites ça plutôt en paysage, plutôt en mode, plutôt en portrait? Voilà, dites-moi un peu ce que vous voulez voir sur DxO, dites-moi si ça vous intéresse, et j'essaierai de proposer du contenu en fonction. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur ma chaîne YouTube ou sur tuto.com. Merci beaucoup, ciao.